un peu gaulliste, Emmanuel Macron, dans les démarches actuelles Là, transatlantiques? il a une opportunité historique. C'est-à-dire qu'en fait, la France a toujours eu une forme de allez, ils sont pas anti-américains, mais ils ont un peu une volonté assez gaulliste de se distinguer des États-Unis. C'est-à-dire qu'on est alliés aux Américains, mais on a toujours voulu que la France ait une politique étrangère autonome. Or là, Emmanuel Macron retrouve, comme en 2017, un sillon qui est à peu près le sien. C'est-à-dire qu'on sait que depuis Barack Obama et le pivot américain, c'est-à-dire que les États-Unis vont se concentrer sur le Pacifique et vont abandonner l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe doit pouvoir se réarmer pour pouvoir exister, notamment face à la Russie et face au réveil des empires. Or, il y a une difficulté avec ce qu'ont les Européens. C'est pas que Donald Trump est méchant et que les Européens n'ont pas le droit de participer aux négociations, c'est que la diplomatie sans les armes, comme le disait Bismarck, c'est un peu la musique sans les instruments. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'outils pour exister diplomatiquement et militairement. Donc ce que dit Emmanuel Macron est cohérent, c'est qu'il faut une Europe souveraine, il faut augmenter nos moyens de défense pour pouvoir peser dans les conflits et pour peser sur les affaires du monde. Sinon, l'histoire s'écrira sans nous et que l'Europe restera spectatrice de sa propre histoire. Ce serait contre-productif parce que ça favoriserait l'exil fiscal des grandes fortunes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un vrai risque? Écoutez, nous, on a travaillé sur la question de l'ISF dans le cadre du budget, parce qu'il y avait la question du retour des impôts sur le patrimoine. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que lorsque vous mettez une taxe sur le patrimoine, vous raisonnez sur un marché qui est ouvert, avec notamment la liberté de circulation des capitaux au sein de l'Union européenne. Or, les autres pays européens n'ont quasiment pas d'impôt sur le patrimoine, c'est-à-dire que si la France le fait, on serait le seul à le faire. Donc, vous avez une capacité de pouvoir faire sortir vos capitaux dans les pays européens. Sauf que le patrimoine, pardon de vous couper, c'est aussi beaucoup d'immobilier, donc des choses qu'on ne délocalise pas si facilement. On peut le sortir maintenant avec la SCI, etc., mais ça, c'est un autre sujet. Ensuite, après, sur la question de l'ISF, on a regardé en fait les différents départs de ménages depuis la mise en place de l'ISF et après la suppression de la transformation de l'ISF en IFI par Emmanuel Macron. Dans la dernière année où l'ISF était encore applicable sous le mandat de François Hollande, en fait, il y avait à peu près 1000 foyers fiscaux, 1500 foyers fiscaux de très haute importance qui partaient par an. Quand Emmanuel Macron l'a arrêté, il y a à peu près 250-300 foyers fiscaux qui sont revenus en France pour se rapatrier. Donc l'arrêt de la transformation exacte de l'ISF en IFI a permis à des personnes, des contribuables français, de revenir sur le territoire. Donc ça a fonctionné avec un coût qu'on pourrait estimer comme nuancé, modéré, dans la mesure où certes des personnes reviennent, mais ils ne payent pas également autant d'impôts. Mais en fait, le véritable sujet, c'est même pas celui-ci, c'est même pas ce qu'il faut payer ou pas. C'est la question du message que vous envoyez. Parce qu'en fait, l'imposition, et on le voit dans le cadre des politiques publiques, est surtout psychologique. Or, si vous remettez en place un impôt sur les très grandes fortunes, vous envoyez le message suivant à l'ensemble des grands investisseurs, c'est que la France taxe les grands patrimoines et taxe la réussite. Or, si vous faites ça, la France va très certainement perdre ce qu'elle avait acquis depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la destination préférée des investisseurs étrangers, parce que la France est devenue le pays le plus attractif sur le plan des investissements étrangers. Si vous faites ça, et si vous mettez en place un certain nombre de mesures associées à l'instabilité politique, c'est pas que la mesure en soi est mauvaise, mais ça donne des mauvais signaux qui feraient fuir des éventuels investisseurs, alors qu'on a besoin de rentrée fiscale, il faut quand même le rappeler, avec un déficit commercial qui est record aux alentours de 80 milliards d'euros, la France perd 80 milliards d'euros qui s'évaporent vers l'étranger. Donc on a besoin d'un apport conséquent en arrivant de l'étranger, que ce soit via le tourisme ou via les investissements, d'à peu près 80 milliards. À peu près, il insiste sur sa défense sur à peu près 2-3 axes. La première, c'est de dire que c'est une cabale et que la plupart de Betaram, de l'affaire Betaram. De l'affaire Betaram, pardon. Il dit que c'est une cabale et il dit que la plupart des éléments sont montés en épingle et il se compare à Dominique Baudis, il faut le rappeler, ancien maire UDF de Toulouse, qui avait été accusé à tort d'avoir fait partie organisée des parties fines avec un meurtrier. Et il dit qu'en fait, la plupart des éléments sont faux s'il se réfère à la même comparaison. Le deuxième point, c'est qu'il dit que les gens ont tort d'impliquer la famille, en fait, sur cette affaire. Or, la ligne de défense dessus est quand même compliquée parce que... C'est une référence aux dernières révélations de Mediapart sur l'épouse de François Bayrou. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une professeure qui indique que la femme de François Bayrou, qui donnait des cours de catéchisme à l'école Betaram, était forcément au courant. Et François Bayrou trouve que c'est quasiment calomnieux de prendre sa femme à témoin. Elle va plus loin, cette témoin. Elle dit que la femme de François Bayrou était avec elle un jour où il y a eu des violences entendues dans la classe d'à côté. Donc elle était forcément au courant et par conséquent, François Bayrou était directement mis au courant. Et donc dessus, il y a deux problèmes. La première, c'est de dire, en fait, pour François Bayrou, c'est de dire qu'ils ne peuvent pas associer sa femme pour le viser lui directement, il trouve ça odieux. Mais la difficulté que lui a dans cette arme de défense, c'est qu'on imagine mal la femme de François Bayrou, par qu'elle était mise au courant, que François Bayrou lui-même, comme Premier ministre, était mis au courant. Et en fait, la difficulté majeure, c'est que François Bayrou n'arrive pas à sortir de cette affaire parce qu'il n'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce qu'il n'était pas au courant, comme il le prétend et comme il l'a affirmé à l'Assemblée nationale.
C'est un témoignage qui est bouleversant et on comprend qu'en fait, ce qui se passait à Beth-Haram, c'était une sorte de système organisé, d'après ce que la personne dit, et qu'en fait, quasiment, si c'est pas tout le monde qui était au courant, mais en tout cas, la plupart des élèves étaient au courant, et que c'était un peu une règle d'école. Sinon, en tout cas, ce qui relève d'une forme de maltraitance psychologique et physique de la part d'une partie des élèves, ou sinon, si ce n'est tous les élèves. Ensuite, après, il y a ce qui relève des agressions et des viols sexuels. Et à ce moment-là, on peut se poser différentes questions. Si autant d'élèves étaient au courant, qui n'étaient pas au courant, en fait, auprès des parents d'élèves et auprès de toute la communauté enseignante et toute la communauté de l'agglomération et du village, et ce qui posera également des conséquences politiques, parce que s'il y a autant de victimes, s'il y a autant de personnes qui étaient au courant, il sera de plus en plus difficile pour François Bayrou d'expliquer pourquoi est-ce que son épouse et lui n'étaient pas au courant de cette affaire, alors qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient au courant. Là, dans le témoignage d'Alexandre, est une affaire Bayrou. Oui, vous avez raison de diviser les affaires en deux. En fait, il y a une partie qui relève sur est-ce que François Bayrou a agi correctement comme ministre de l'Éducation nationale? Est-ce qu'il a enclenché les différentes sanctions et différentes procédures si par cas il avait été mis au courant de l'atmosphère? Voilà, comme élu local, il était président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à ce moment-là. Donc, comme président, il a un certain poids sur l'éducation au niveau local. Et donc, sur toutes ces questions, est-ce qu'il a des informations lui sur remontées? Est-ce qu'il a pris les sanctions qui correspondaient au fait qu'il lui était remonté? A priori, ça paraît difficile à ce stade de dire qu'il y a un lien direct entre un manque d'action de la part de François Bayrou et des informations qui lui étaient remontées. Là où il a un autre problème, François Bayrou, et ce qui crée l'affaire Bayrou, et ce qui arrive en fait avec les différentes révélations de Mediapart, c'est est-ce que François Bayrou a menti à la représentation nationale en disant qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait sur Beth-Haram. En fait, il y a une différence sur est-ce qu'il n'a pas agi. Je pense que la plupart des gens disent que c'était compliqué d'agir pour l'instant à ce stade. Mais par contre, s'il a menti de la manière auquel, si ni son épouse qui donnait des cours de catéchisme dans cette école, ni lui était au courant, alors que si par cas des preuves se montrent petit à petit qu'il a été mis au courant, ce serait un cas de parjure et il subirait le même sort que Jérôme Cahuzac qui avait menti à la représentation nationale. C'est ça qu'essaye de démontrer et Mediapart et l'élu de la France Insoumise, Paul Vanier. Exemple, mais pas forcément judiciaire. En revanche, si on ment devant une commission d'enquête qui aura lieu, là, on s'expose à des sanctions judiciaires en plus. Oui, tout à fait. Il faut différencier les deux. Là, pour l'instant, il y a une affaire qui est politique et une affaire qui est judiciaire. L'affaire qui est politique, c'est est-ce que François Bayrou a menti à la représentation nationale? S'il a menti à la représentation nationale, il risque trois choses. Un, de devoir déposer sa démission devant le président de la République. De la même manière, le président de la République peut considérer que François Bayrou n'est plus apte à cette fonction dans la mesure où il a menti et que le Premier ministre est responsable devant le Parlement et que le lien de confiance entre le Premier ministre et le Parlement est rompu, donc il peut lui demander sa démission, en tout cas le forcer à partir. Et l'autre point aussi, c'est que si Bayrou et Emmanuel Macron ne veulent pas changer de Premier ministre, et le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, peut faire voter une motion de censure spontanée sur cette affaire. Et il y a toute forte chance qu'elle puisse passer dans la mesure où on ne voit ni le Rassemblement national, ni le Parti socialiste aller sauver un François Bayrou qui aurait menti devant les représentants du peuple. Ensuite, après, il y a une affaire qui est judiciaire. C'est-à-dire qu'une commission d'enquête s'est ouverte. François Bayrou va devoir s'en expliquer et il va être convoqué au même titre que les différents acteurs devant la représentation nationale, mais dans le cadre d'une commission d'enquête. Dans ce cadre-là, vous prêtez serment et vous dites que vous allez énoncer uniquement la vérité et rien que la vérité. Si François Bayrou maintient les mêmes faits et qu'on apprend dans l'hypothèse inverse qu'il a menti devant la représentation nationale dans le cadre de la commission d'enquête, il s'expose à des sanctions pénales, même s'il est Premier ministre, parce qu'un Premier ministre n'a pas de protection pénale à la différence du président de la République. Elisabeth Borne, la ministre, sur cette affaire, comment vous interprétez cette position-là? On voit que le Rassemblement national, que ce soit sur le vote sur Richard Ferrand, que ce soit sur le vote du budget ou actuellement, essaye de ne pas faire tomber François Bayrou et ne pas provoquer une éventuelle crise de régime et une succession de premiers ministres qui tombent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu notamment que la censure de Michel Barnier leur a coûté très cher vis-à-vis de leur propre électorat. C'est-à-dire qu'ils ont fait tomber Michel Barnier, mais ils ont subi des conséquences directes avec beaucoup d'électeurs de chez eux qui se sont retournés contre les députés du Rassemblement national et qui leur ont dit qu'il ne fallait pas censurer. Bon, il y avait une partie qui voulait censurer aussi, mais c'est à peu près 50-50 sur leur électorat. Donc ils essayent aujourd'hui d'osciller entre les deux, de marquer leur opposition au gouvernement de Bayrou et d'Emmanuel Macron, mais dans le même temps de ne pas provoquer un chaos généralisé, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue budgétaire. Ensuite, après, sur comment ils se positionnent, c'est parce que c'est très compliqué de se positionner, Yannick l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, hormis la France insoumise qui a une position qui est très claire et peut-être le Parti socialiste, le reste de la classe politique ne sait pas comment se positionner. En fait, une partie, vous êtes obligé de condamner ce qui s'est passé, mais il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que les mœurs n'étaient pas les mêmes qu'à l'époque. Et en fait, dans les années 90, on passait plus de temps à défendre les institutions
qui a révélé ce type de cas. On peut dire qu'ils avaient tort il y a 30 ans, mais c'est comme ça qu'on raisonnait il y a 30 ans. Donc c'est difficile de raisonner de manière anachronique sur ce qui s'était passé. Et l'autre point aussi, c'est que personne ne sait véritablement ce qui se passe. Vous avez une version qui dit ça, vous avez une autre version qui dit le contraire. Donc aujourd'hui, vous vous positionnez, vous faites prendre un risque, surtout si les éléments qui arrivent après peuvent contredire la version que vous avez défendue. William T, après le vote sur les polluants éternels, est-ce qu'on peut déjà parler d'une nouvelle victoire pour les écologistes, en sachant que, au Sénat, ça va être compliqué? Alors, ça peut être une victoire pour les écologistes dans la mesure où ils ont réussi à faire passer un texte. Et c'est eux qui ont réussi à initier le texte au sein de la coalition de la gauche et qu'ils ont réussi à avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas gagné au regard de la composition de l'Assemblée nationale. Ensuite, après, est-ce que ça va passer concrètement les différentes épreuves de barrage? Je suis moins sûr, dans la mesure où il y a deux limites. La première, c'est la limite du Sénat et d'une éventuelle concordance entre le Sénat et l'Assemblée nationale et la commission mixte paritaire est davantage en faveur du gouvernement qu'elle ne l'est en faveur du nouveau Front populaire. Et enfin, dernier point, il y a un blocage qui est juridique. C'est-à-dire qu'une question très claire va se poser, et ça a été joué par le Conseil constitutionnel, je crois, en 2013, après que François Hollande ait proposé la taxe à 75%, c'est que le Conseil constitutionnel a jugé que c'était confiscatoire de proposer un certain nombre de taxes qui dépasseraient votre revenu annuel. Or, ce que proposent actuellement les écologistes, c'est de taxer le patrimoine. Il est tout à fait possible qu'un contribuable paye plus d'impôts que ses revenus par an, et donc à ce moment-là, le Conseil constitutionnel jugera que ce serait confiscatoire et déclarera que ce soit non conforme à la Constitution.